Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 l'hebdo. Ravi de vous retrouver pour un tour d'horizon de l'actualité de la semaine dans le département. Tout de suite, les titres de ce vendredi 15 mars. Manger local, une priorité pour les Français. Ce jeudi soir au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, l'agglomération a consacré une conférence au circuit court et de proximité. Ce vendredi, les jeunes en grève scolaire mondiale pour le climat, ils sèchent les cours pour alerter les dirigeants sur les conditions climatiques. Nous recevrons Olivier Paréja, élu écologiste de Guyancourt, pour faire le point face à cette urgence environnementale. Visite dans les Yvelines des ministres Jean-Michel Blanquer et Christophe Castaner. Point sur le chantier après la fuite d'hydrocarbures ou encore 14e édition de la Semaine nationale du Rhin. Comme chaque vendredi, coup d'œil sur l'actualité de la semaine. On vient de l'apprendre, le tribunal de Versailles vient de rendre sa décision dans le procès concernant l'abattoir de Houdan, le dernier abattoir porcin d'Île-de-France. Rappelez-vous, 2 militants de l'association L214 s'étaient introduit illégalement sur le site et avait filmé l'étourdissement des porcs au CE2 et pointé du doigt l'usage intensif de l'aiguillon électrique par des employés. Le verdict est tombé, les juges ont prononcé des peines d'amende, 2 500 € contre le directeur Vincent Aran. Il devra également rembourser avec ses 3 anciens salariés et un agent public les frais d'avocat de 9 associations de défense des animaux. Les 5 personnes condamnées disposent d'un délai de 10 jours pour faire appel de la décision. L'avocat de Vincent Aran a déjà indiqué prendre cette voie. Saint-Quentin-en-Yvelines poursuit son cycle de conférences autour de la ville et de l'agriculture. Ce jeudi soir se tenait à la scène nationale le 3e volet consacré au circuit court et de proximité, le reportage de Mélanie Poquet. Les circuits courts, utopie ou réalité. Pour sa 3e conférence Agri et Urba, Saint-Quentin-en-Yvelines et les réseaux des médiathèques se sont penchés sur la question. Saint-Quentin-en-Yvelines a choisi de prendre en compte l'aspect agricole dans l'ensemble de son projet de territoire comme une part intégrante à la fois d'aménagement, à la fois de développement économique et puis également de vie citoyenne. La France compte un agriculteur pour 128 personnes. À Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est 1 pour 11 000 habitants. Les circuits courts véhiculent pas mal d'angélisme ou une part d'idéalisation. Parfois, on peut penser que les circuits courts vont résoudre tous les problèmes alimentaires ou les questions agricoles. Et en fait, évidemment, ce n'est qu'une petite part des modes de production, des moyens de production agricole. 32 exploitations agricoles sont sur le territoire saint-quentinois et 15 AMAP sont le relais d'une agriculture de proximité, comme 100% Villepreux, créé en 2016 et une centaine d'adhérents à ce jour. C'est pas si simple de créer une AMAP, de trouver des partenaires et surtout le système AMAP fonctionne de manière à ce que l'AMAP soit là pour soutenir les partenaires et particulièrement les maraîchers parce que c'est quand même une économie qui est fragile. Une dernière conférence est prévue le 16 mai prochain. Ce dernier rendez-vous s'attardera sur l'agriculture urbaine. Olivier Paréja, bonjour. Bonjour. Vous êtes élu écologiste à Guyancourt. On va faire le point avec vous sur la grève mondiale sur le climat. Mais avant, une petite réaction concernant ce sujet, les circuits courts. Est-ce que certains agriculteurs ne surfent-ils pas avec ce terme pas toujours clair dans l'esprit des gens ? Alors effectivement, il y a la définition, et puis ça nous a été rappelé dans la conférence d'hier soir, qui était effectivement très intéressante. Le terme n'est pas nécessairement très bien défini. Circuit court, ça veut surtout dire peu d'intermédiaires, et donc vendre directement à un grand distributeur, c'est aussi un circuit court. Donc ce qu'il faut qu'on voit aussi, c'est ce qui nous intéresse, c'est limiter la distance pour éviter des émissions de gaz à effet de serre, par exemple. Et donc, effectivement, il y a une définition. Par contre, ce qui était bien présent hier soir et qui a été rappelé dans l'interview à l'instant, c'est qu'on a vraiment envie, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie d'aller vers ce mode de distribution. Et c'est bien qu'il y a quelque chose qui est derrière tout ça, c'est que les gens veulent plus de confiance, retrouver le lien avec l'agriculteur, savoir d'où viennent leurs produits, être sûr que les produits sont sains. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant.
Alors, je le rappelle, Olivier Paréja, vous êtes conseiller municipal à Guyancourt. Hier soir, les professeurs du lycée Villaroy étaient mobilisés de 19h à 23h. Près de 20 enseignants ont occupé l'établissement pour s'opposer à la réforme du lycée. Dès la rentrée prochaine, les filières générales S, L et ES seront supprimées pour les élèves de seconde qui passeront en première. À la place, un bac à la carte avec des enseignements obligatoires et le choix de spécialité. Ce collectif de professeurs dénonce notamment le flou qui entoure les futures épreuves et des mensonges de la part du ministre de l'Éducation nationale. Écoutez les réactions au micro de Grégory Canalet. Notamment autour de l'idée que les élèves auraient un libre choix de spécialité, qui pourraient choisir effectivement le type de bac qu'ils souhaitent passer, alors qu'en fait dans la réalité les contraintes de l'enseignement supérieur vont les contraindre, les obliger à faire des choix qui sont cohérents par rapport aux filières de l'enseignement supérieur. Donc en fait il y a un gros risque de reconstitution des filières. Dès la rentrée prochaine, les élèves de première, dès le mois de janvier, seront évalués, donc auront des notes qui compteront pour le baccalauréat, donc avec des systèmes de partiels un petit peu comme à la fac, qui font que en fait, les élèves seront sous pression permanente. Et ces professeurs demandent un report de la réforme ou au moins un moratoire afin de pouvoir mener une concertation. Autre mouvement de grève, en ce mois de mars, les jeunes se mobilisent face à l'urgence environnementale. Ce vendredi, les lycéens et étudiants de toute la France se mobilisent pour la grève mondiale pour le climat. Alors que le mois de février a été marqué par des températures très chaudes et un record d'ensoleillement, les étudiants appellent à ne pas aller en cours et réclament des actions des gouvernements pour endiguer le changement climatique. C'est un pas considérable que les jeunes se saisissent de cette question environnementale, Olivier Paréjas. C'est naturel. C'est logique que les jeunes interpellent les gens qui sont aujourd'hui en charge des décisions pour dire « mais qu'est-ce que vous êtes en train de nous laisser ? Quelle terre vous allez nous laisser ?» Et donc c'est tout à fait logique que cette génération bouge, et quand on voit qu'il ne se passe rien depuis des années, que eux s'impatientent, moi je trouve ça tout à fait logique, tout à fait logique. Alors, ils souhaitent notamment l'application de la déclaration d'un état d'urgence climatique et sociale, une revendication applicable selon vous ? Ah, tout à fait. L'exemple qu'on prend habituellement, c'est de se dire, il y a un petit peu plus de 10 ans, on a mis de l'ordre de 5 000 milliards pour le problème des banques qui étaient en faillite au moment de la crise de 2008. Et quand la Commission européenne estime ce qu'il faudrait pour que l'Europe vive dans un mode durable, eh ben, c'est 3,5 milliers de milliards. Donc ça veut dire 3,5 par rapport aux 5 qu'on a été capable de débloquer. Donc ça veut dire que c'est 3,5 jusqu'à 2030. Donc c'est pas immédiatement. Donc ça veut dire que l'argent il y est. Donc c'est vraiment la décision politique, le courage politique qui n'y est pas. Et c'est logique que les jeunes interpellent. Et moi, quand je voyais la carte du monde, où on peut voir les 1500 appels, il y en a partout sur la planète. Et ça, c'est quelque part réjouissant de la mobilisation. Et il faut maintenant que ça fasse pression et que ça change quelque chose. 76,1% des lycéens sont prêts à voter pour un parti écologiste selon un sondage DigiSchool. Ce mouvement a débuté en août 2018. L'initiatrice Greta Thunberg, une adolescente suédoise de 16 ans, chaque vendredi, elle sèche les cours pour manifester devant le Parlement de son pays. Elle demande la justice climatique et sociale. Depuis, cette initiative a essaimé dans plusieurs pays d'Europe. Un mouvement qui va perdurer en France. Alors là, je ne sais pas répondre à la place des lycéens et des étudiants. Mais d'un autre côté, il y a urgence. Il faut faire quelque chose. Le GIEC nous a bien expliqué que si on n'arrivait pas à diminuer significativement, c'est-à-dire à peu près de moitié, les gaz à effet de serre d'ici 2030, on dépasserait les 1,5 degrés. Donc ça veut dire 2 degrés, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est des vagues de chaleur, c'est la productivité de l'agriculture qui va être perturbée, c'est les océans qui vont être perturbés au sens montée du niveau, mais aussi acidification et donc perte de la biodiversité. C'est la biodiversité, on entend que les insectes peuvent disparaître dans un siècle. Enfin, il y a énormément de nouvelles alarmantes et il ne se passe rien. Et il ne se passe rien, donc c'est assez logique que les mouvements continuent, s'amplifient. Et quand je vois, par exemple, ce matin, qu'il y avait des mouvements de jeunes qui sont allés faire pression sur la Société Générale pour revendiquer que cette banque arrête d'investir dans les énergies fossiles, ça me paraît tout à fait logique et je pense que ça va continuer. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Il faut agir rapidement.
Ah oui, on a quelques années. C'est-à-dire que quand on dit qu'il faut avoir réduit de 50% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, depuis la COP21, les émissions ont augmenté. Donc on n'est pas du tout sur le bon chemin et on n'est pas du tout au bon rythme. Et ça ne va pas se faire instantanément. Donc nécessairement, il faut bouger et très vite. Alors, c'est quelques années. Très vite, c'est pas demain. C'est quelques années, mais on n'a pas 10 ans. Alors justement, les jeunes se mobilisent. Face à cette grève des étudiants aujourd'hui, Jean-Michel Blanquer a annoncé des débats dans tous les lycées de la France de 16h à 18h, des débats sur le climat. Que pensez-vous de cette annonce ? Mais des débats sur le climat, il peut y en avoir tous les jours. Donc pourquoi le faire le jour où les jeunes ont décidé de se mobiliser, de faire une action visible, de faire une action collective ? C'est totalement ridicule de proposer ça ce jour-là. Qu'il y ait des débats la veille, le lendemain, dans les semaines à venir, tous les jours, mais c'est sain. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une mesure totalement ridicule. Gabriel Attal, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, s'est positionné pour cette grève, justement, alors que le ministre de l'Éducation nationale préfère plutôt des débats dans les écoles dans un cadre plus institutionnel. Un paradoxe qui illustre la difficulté, vous pensez, du gouvernement à se saisir de cette question environnementale ? Alors je ne sais pas si c'est des dissensions internes au gouvernement, mais enfin peu importe, on voit qu'il ne se passe rien. Nicolas Hulot a démissionné maintenant à l'été l'année dernière et il ne s'est rien passé. Donc c'est ce qui a déclenché un certain nombre de mouvements comme les marches dont on va peut-être reparler. Mais le gouvernement aujourd'hui n'est même pas dans les petits pas pour éviter la crise de la biodiversité, pour éviter l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Donc on n'est vraiment pas dans ces choses-là. On n'est pas non plus sur la diminution des pesticides pour avoir une alimentation saine. On n'est pas du tout là-dedans aujourd'hui. Alors, vous l'avez rappelé, la démission de Nicolas Hulot et depuis, la mobilisation n'a cessé de grandir depuis cet été. Que proposez-vous, à votre échelle, en tant qu'élu écologiste, à Guyancourt ? Alors, personnellement, à Guyancourt, aujourd'hui, je ne suis pas en responsabilité, donc je suis élu, je participe au conseil municipal, mais je n'ai aucune prise sur les décisions, donc je ne peux pas changer quelque chose, et pourtant, j'aurais bien envie de le faire. Mais les collectivités locales, de manière générale, que ça soit la ville, comme Guyancourt, je suis aussi élu à la communauté d'agglo de Saint-Quentin-en-Yvelines, en fait, ont une responsabilité énorme, puisque par l'aménagement du territoire, par les transports en commun et l'organisation des mobilités, par les investissements pour améliorer l'efficacité énergétique, pour lutter contre la précarité énergétique, c'est-à-dire les gens qui n'arrivent pas à se chauffer correctement. Toutes ces actions-là sont à la main des collectivités locales. Donc c'est vraiment un niveau où on peut faire énormément de choses pour arriver à tenir les engagements qui étaient ceux qui avaient été pris pendant la COP21. Alors justement, en ce mois de mars, des mobilisations s'organisent partout en France face à l'urgence environnementale dans plus de 130 villes. Alternative à Versailles et Citoyens pour le climat profitent de la démarche avec leur printemps pour le futur. Une marche se tiendra ce samedi dans la Cité Royale, départ de la place d'Armes à 11h. Vous y serez ? Bien entendu. Comme j'étais aux deux précédentes à Versailles, comme j'étais à celle de Paris, c'est indispensable de montrer. Alors une marche en soi, c'est juste une démonstration qu'il y a beaucoup de gens intéressés. On a vu avec la pétition L'affaire du siècle qui demande à l'État d'intervenir, comme ça a été fait dans les Pays-Bas par exemple. Donc on voit qu'il y a des millions, donc plus de 2 millions 5 ou de quelque chose comme ça aujourd'hui, de personnes qui se sont mobilisées en disant oui, c'est logique de traîner l'État en justice parce qu'ils ne tiennent pas leurs engagements pour le climat. Donc c'est logique aussi qu'il y ait des milliers de gens qui aillent encore plus loin, c'est-à-dire marcher dans la rue pour montrer qu'il faut faire quelque chose, pour faire pression sur le gouvernement, sur les élus locaux. Et ensuite, encore plus, il faut continuer dans ce sens-là. Et je le rappelle, rendez-vous samedi à 11h devant la place d'Armes. Tout de suite, on passe au reste de l'actualité de la semaine. Des citoyens également engagés au sein du collectif Décidons ensemble à Guyancourt. Des habitants organisent des ateliers et des rencontres ouverts à tous. Vie locale, logement, environnement, éducation sont des thèmes abordés. Les membres se réunissent dans le but de présenter une liste participative pour les élections municipales de 2020 avec une priorité, celle de la démocratie participative. Le collectif se laisse jusqu'à septembre pour construire leur programme avant de constituer une liste candidate pour le scrutin. Écoutez ses membres.
C'est une initiative qui est partie de citoyens, citoyennes de la ville, souvent investis en milieu associatif, et plutôt militants dans l'économie sociale et solidaire et la transition écologique, on va dire. Il y a beaucoup de questions qui tournent autour de la démocratie participative. Comment est-ce qu'on mettra en œuvre la démarche de la démocratie participative? Parce que le Guyancourt a une échelle particulière, donc on n'applique pas de la même manière suivant les échelles de ville. Ensuite, les questions, c'est comment on créera le programme, comment on créera la liste, comment pouvoir faire en sorte que tous les citoyens puissent apporter leur pierre à l'édifice, comment pouvoir faire en sorte que chaque idée puisse être valorisée sur le programme. Olivier Paréja, vous êtes également membre du collectif Décidons Ensemble à Guyancourt. En 2014, vous étiez élu au conseil municipal sur la liste de l'ancien maire socialiste François Deligné. Marie-Christine Le Tarnec a pris la suite, la maire de Guyancourt qui n'a toujours pas indiqué si elle était candidate à un nouveau mandat. Si c'est le cas, est-ce que vous allez être adversaire pour cette prochaine municipale ? Bon, la question n'est pas tant d'être adversaire. Notre idée, c'est qu'il y a besoin, et c'est à Guyancourt, mais c'est de manière très générale, il y a besoin, comme Aldric l'a dit dans l'interview, de démocratie participative, c'est-à-dire de redonner la parole aux gens. Ils peuvent être consultés, ils peuvent co-participer à l'élaboration des projets. Il y a beaucoup de villes. Moi, j'ai la chance d'avoir effectivement été élu en 2014 et d'avoir dans des formations, vu énormément de villes dans lesquelles il y avait des démarches qui avaient été mises en œuvre. On parle du village de Saillant, on parle de la ville de Grenoble, on parle de la région Centre-Val de Loire. Donc, énormément d'endroits où les citoyens, les citoyennes ont été impliqués de façon à construire les projets et ensuite les élus les mettent en œuvre. Et c'est ça qu'on a vraiment envie de pousser pour faire un changement, et c'est quelque chose qui est tout à fait dans l'esprit. On a bien vu avec les Gilets jaunes qui réclamaient un référendum d'initiative citoyenne, par exemple. On a vu avec la participation au grand débat, malgré toutes les limites de l'exercice. Mais il y a quand même eu des gens qui y sont allés parce qu'ils avaient envie de s'exprimer, parce qu'ils avaient envie de participer. Eh ben, c'est justement ça qu'on veut faire, parce qu'à l'échelle locale, c'est probablement l'endroit où c'est le plus facile de commencer. Et puis, on verra après. Politique, toujours, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, était en déplacement dans les Yvelines ce jeudi. Il s'est rendu dans une école de la Selle-les-Bordes, une visite dans le cadre de la semaine des mathématiques, avec pour ambition également de défendre l'importance de l'instruction obligatoire dès 3 ans. Reportage d'Aurélie Ronze. Dans cette classe de petite et moyenne section de la Selle-les-Bordes, on apprend à compter, à faire de la musique ou encore à faire des constructions sans être perturbé par la présence de Jean-Michel Blanquer. Avec ce déplacement, le ministre de l'Éducation nationale a voulu montrer le caractère majeur de l'école maternelle, une mesure qu'il défend dans le projet de loi sur l'école de la confiance, adopté en février dernier en première lecture par l'Assemblée nationale. Parler d'instruction obligatoire à 3 ans, c'est tout simplement dire que oui, l'école commence à 3 ans et que les premières années, il faut les prendre très au sérieux, il faut y aller. Il faut certes le faire au travers de jeux, de musique, de choses qui correspondent à cette école de la confiance dont je parle souvent. Cette école compte 87 élèves de la petite section CM2 et joue un rôle clé dans ce territoire rural des Yvelines. C'est ce qu'a voulu réaffirmer l'équipe enseignante lors d'une table ronde. Ici, on est une famille, que ce soit les parents, les enseignants, la municipalité, tout le monde travaille ensemble, on se connaît tous et c'est vraiment quelque chose de très important. 1, 2, 3... Dans le cadre de la semaine des mathématiques, Jean-Michel Blanquer a également voulu souligner l'importance de cette matière à l'école, et ce, dès le plus jeune âge. Ici, c'est retrouver une petite bille dans le sac et nommer le nombre, et après retrouver le maillot qui est accroché et qui est face cachée. Quand tous les maillots sont retournés, celui qui a le plus de billes a gagné. Un exercice ludique qui visiblement plaît aux enfants. Avec cette loi école de la confiance et sa mesure phare, l'instruction obligatoire dès 3 ans, le ministre de l'Éducation nationale a réaffirmé sa volonté de lutter contre les inégalités sociales. Un autre ministre s'est déplacé dans les Yvelines. Mardi matin, Christophe Castaner était à Vélizy, Villacoublay, pour la cérémonie de translation du drapeau des CRS. L'occasion également de rendre hommage à ses fonctionnaires et de réaffirmer son soutien aux forces de l'ordre en plein contexte de mobilisation des Gilets jaunes.
Revue des troupes pour le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et son secrétaire d'État Laurent Nunez. Ces fonctionnaires font partie d'un corps spécialisé de la police nationale, les CRS. Tous les ans, la direction zonale des CRS Paris, basée à Vélizy-Villacoublay, accueille la cérémonie de translation du drapeau. Cette année, c'est la zone sud-est qui a passé le drapeau à la zone est. Christophe Castaner en a également profité pour réaffirmer son soutien aux compagnies républicaines de sécurité, en première ligne ces dernières semaines avec le mouvement des Gilets jaunes. Nous avons souhaité être là tous les deux pour être aux côtés des CRS, les CRS qui sont sur le terrain du 1er janvier au 31 décembre, qui sont là pour protéger les Français. J'ai souhaité aussi porter ce message d'exigence vis-à-vis d'un comportement qui ne doit rien céder à l'éthique. Le ministre de l'Intérieur a remis des médailles pour actes de courage et de dévouement. Avec un budget de la police nationale en hausse en 2019, Christophe Castaner a également évoqué des mesures à venir, notamment pour les 600 fonctionnaires de Vélizy. Vous faites partie intégrante du plan immobilier que nous avons lancé. 900 millions d'euros entre 2018 et 2020. Et vous en verrez les effets ici même, à Vélizy, où un nouveau cantonnement de passage devra être créé. Ces lieux permettent de mieux recevoir les compagnies de passage qui seront plus nombreuses à Vélizy pour les Jeux Olympiques en 2024. C'était fin février, 1 million de litres de pétrole déversés dans des champs et des cours d'eau à Hautouillet et Vic, conséquence de la rupture d'une pipeline Île-de-France de Total. Depuis, le groupe s'affaire à remettre en état les terres agricoles touchées par l'écoulement d'hydrocarbures. Le chantier global devrait prendre plusieurs mois. Reportage au sein de ce chantier de dépollution. Ils sont installés ici pour plusieurs mois. Les équipes de dépollution sont à pied d'œuvre pour nettoyer le lieu de l'incident. Plusieurs champs agricoles ont été touchés par l'écoulement des 900 mètres cubes de pétrole. Derrière nous, nous avons des hydrocureurs qui sont en train de pomper les arrivées d'hydrocarbures qui sont collectés par les drains et dans des piscines que nous avons creusées dans des tranchées. Avec la phase de nettoyage, les équipes se penchent aussi sur le pipeline. Après avoir extrait et mis sous scellé pour l'enquête le morceau à l'origine de la fuite, la réparation a commencé ainsi que la dépollution des terres. Les champs là-haut, ceux qui sont près de la fuite, eux sont pollués. C'est là-bas qu'on va devoir excaver, c'est-à-dire retirer les terres et les déposer à côté sur un liner et les envoyer ensuite en dépollution. Et comme le traitement va prendre du temps, nous, on viendra avec des terres de substitution. Et c'est pour ça qu'il y a déjà des discussions avec la Chambre d'agriculture, avec les agriculteurs, pour connaître quelles sont les caractéristiques que vous avez dans le sol, qu'on vous donne les mêmes terres. Le chantier s'organise en collaboration avec les différentes parties prenantes, notamment les élus locaux. Nous avons pris un arrêté également d'interdiction de se servir des puits. Pour l'instant, c'est un arrêté pris par précaution. Une précaution prise aussi à Vic. Sur ce bassin, à l'entrée du village, les hydrocarbures sont concentrés grâce à la vanne guillotine pour faciliter le travail de nettoyage et éviter l'extension de la pollution facilitée depuis le champ par le système de drainage. Le champ a été drainé, donc ce sont des petits tuyaux qui sont dans le sol, qui sont ensuite renvoyés vers le rue. D'habitude, ce sont des réseaux de drains qui permettent aux agriculteurs de ne pas avoir trop d'eau dans leur champ. La stratégie dans laquelle on s'inscrit, c'est vraiment d'enlever les accumulations de polluants restant libres, donc en surface, que l'on peut récupérer, collecter aisément pour libérer au maximum le milieu du polluant et d'installer régulièrement des points de contrôle. La durée de l'ensemble des travaux est estimée entre 6 et 8 mois, un calendrier qui pourrait être affiné. Total s'engage à indemniser les personnes impactées et à réhabiliter les zones des chantiers. Quelles sont les conséquences de cette fuite pour l'environnement ? Nécessairement les zones directement impactées, mais également aussi toutes les zones en aval de la Mauldre, même jusqu'à la Seine. Il y a potentiellement un risque, et là il faut absolument qu'il y ait une expertise indépendante qui, en plus de ce que va dire Total, puisse nous conforter sur le fait qu'il n'y a pas de risque pour les riverains, pour les agriculteurs, de manière générale. Merci Olivier Paréja d'avoir été notre invité. Je le rappelle, vous êtes conseiller municipal écologiste à Guyancourt.
Merci. La 14e édition de la Semaine nationale du Rhin s'achève ce samedi. Organisée par France Rhin, cette semaine de prévention propose des dépistages gratuits et anonymes sur tout le territoire français. Reportage au sein de la clinique de Saint-Germain-en-Laye. L'insuffisance rénale, l'une des priorités de la nouvelle stratégie de santé qui souhaite notamment développer la prévention de cette maladie chronique. France Rhin propose des dépistages gratuits et anonymes, comme ici, à la clinique de Saint-Germain-en-Laye. Ça permet de dépister assez tôt les maladies et de prendre en charge et de faire un suivi régulier. Les patients doivent le faire une fois par an. C'était l'occasion et je trouve que c'est une bonne opportunité parce qu'effectivement, à mon âge, j'y pensais pas forcément. Ce dépistage dure 10 minutes. Examen rapide et questions sont au programme. C'est important de prendre et vérifier la tension pour justement détecter les maladies cardiaques et également rénales. On leur demande si aussi ils ont des antécédents familiaux parce que ça joue beaucoup. Et puis on fait un recueil de données, donc on les pèse, on prend leur glycémie, leur tour de taille et puis on leur demande d'uriner dans un pot pour faire une bandelette urinaire. Le service de dialyse de la clinique de Saint-Germain-en-Laye accueille environ 40 personnes par jour pour une dialyse de 3 à 5 heures suivant la corpulence de la personne. Un dépistage précoce permet une prise en charge appropriée. Le test urinaire permet de détecter toute trace de sang ou encore de leucocytes. Suivant la couleur, quand on trempe la bandelette dans l'urine, suivant cette bandelette, la machine nous détecte tous les problèmes qu'il peut y avoir ou pas de problème. La maladie rénale est dite silencieuse. Elle ne se manifeste par aucun symptôme perceptible. En France, plus d'un tiers des personnes entrent en urgence en traitement de suppléance, greffe ou dialyse. Le rein qui ne fonctionne plus, donc on compense cette pathologie en filtrant en fait le sang de la personne, en éliminant l'eau et les électrolytes toxiques pour l'organisme. Cette 14e semaine nationale du rein vise plus largement à sensibiliser le grand public aux problématiques relatives aux maladies rénales. Je pense qu'il est important de sensibiliser les gens à toutes les maladies parce qu'on n'en parle jamais. Le nombre de malades concernés par l'insuffisance rénale augmente de 2% par an. C'est la fin de ce 7-8 l'hebdo. Passez un excellent week-end.